croyez-vous qu'il y a quelque chose derrière le mur de glace? Je ne parle pas des simples mystères scientifiques de l'Antarctique, ni des théories des amateurs de science-fiction. Je parle d'un véritable mur de glace qui s'étend sur une distance si vaste que personne n'a jamais osé prétendre l'avoir traversé entièrement. Beaucoup pensent qu'il fait simplement partie du paysage naturel, tandis que d'autres croient là qu'il s'agit d'une porte secrète vers l'inconnu. J'ai travaillé dans une installation secrète communément appelée Area 51. J'ai servi pendant de nombreuses années. J'ai classé des documents. J'ai observé des phénomènes étranges. J'ai participé à d'innombrables expériences. Mais même mes rêves n'auraient pas pu me préparer à ce que j'ai appris en jetant un coup d'œil dans des dossiers hautement protégés. Il s'agissait d'un secret caché depuis des années, voire des décennies, par les autorités. Et quand je dis « autorité », je parle de personnes très puissantes, des gens qui se tiennent au-dessus des présidents et des généraux, qui contrôlent la recherche scientifique de pointe, les budgets importants et toutes les ressources disponibles pour obtenir des informations auprès des sources les plus difficiles d'accès sur Terre. Au début, je n'avais aucune idée de l'ampleur que prendraient ces découvertes. Je pensais que l'Area 51 ne s'occupait que d'expériences avec des équipements aéroportés, du développement de nouvelles technologies et de l'étude d'objets étranges, dont les cas se répandent parfois dans l'esprit du public sous la forme de sensations de conspiration. Mais un jour, j'ai été chargé de transférer du matériel d'un entrepôt à un autre, dans des conditions de secret extrêmes, avec plusieurs inspecteurs et un certain nombre de serrures électroniques. Ma tâche semblait banale, mais soudain, j'ai remarqué parmi la pile de documents un dossier étiqueté « Antarctique, mur de glace, accès spécial ». À première vue, les articles scientifiques habituels, des cartes, des photos de plaines enneigées. Je n'y aurais pas prêté attention s'il n'y avait pas eu d'étranges rapports à la fin. Les papiers étaient là, déchirés. Certains portaient comme des timbres, si anciens que l'encre était brouillée. Mais le texte était encore lisible. Il s'agissait d'une sorte d'expédition clandestine. Il n'y avait pas de chronologie, pas de chiffres, juste une description. Une équipe spéciale a été envoyée au-delà de la frange pour confirmer l'existence d'une ancienne civilisation au-delà du mur de glace. Des contacts ont été établis et des informations échangées. Phénomènes inexpliqués, puissantes émissions électromagnétiques, structures en pierre ressemblant à des salles géantes, habitées par des humanoïdes à la peau couverte d'écailles. Tout le matériel doit être classifié pour éviter la panique. Tout cela ressemblait à un scénario bon marché pour un film d'extraterrestres. Mais je n'arrivais pas à détourner le regard. Les mots « civilisation ancienne » et « créatures à écailles » me fascinaient. Les rapports étaient accompagnés d'une série de photographies. En noir et blanc, floues, mais sur certaines d'entre elles, on pouvait distinguer les contours de structures colossales s'élevant parmi les friches glaciaires de l'Antarctique. Il semblait que là se trouvaient les ruines d'une métropole, s'enfonçant dans le sol comme si le temps l'avait englouti. J'ai remarqué une silhouette floue, ressemblant à un humanoïde, avec une tête allongée, des membres étendus et une étrange lueur dans les yeux, comme le reflet de la lumière dans les pupilles étroites d'un reptile. À l'époque, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une illusion ou d'un défaut dans le processus de développement. Mais la légende de la photo indiquait « contact avec une forme de vie intelligente ». Contact avec une forme de vie intelligente. Mon cœur a battu la chamade comme un animal traqué. J'ai mis le dossier de côté, bien que tous les nerfs de mon corps s'y opposent. Je voulais savoir ce qui allait suivre. La phrase a résonné dans mes oreilles. Au-delà de la frange, pour confirmer l'existence d'une ancienne civilisation. Au-delà de la frange, c'est-à-dire au-delà du mur de glace dont peu de gens parlent,
sur les rares forums et les sites web déroutants. Et qu'a-t-on trouvé là-bas? Si le gouvernement a jugé bon de taire cette information, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus grave que la découverte d'un lac de glace ou d'une forme de vie inhabituelle, comme une bactérie. Au bout de quelques semaines, je n'arrivais plus à dormir. J'ai enquêté, interrogé des collègues, parmi lesquels des spécialistes scientifiques, des militaires et des membres du personnel administratif. Mais personne ne voulait parler franchement. Seul un homme, un agent âgé qui avait vu beaucoup de choses, m'a chuchoté à voix basse pendant le déjeuner. J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte de mission diplomatique en cours. Les autorités veulent donc des ressources, de la technologie, et peut-être même quelque chose de plus. Un accord a été conclu avec ces créatures, d'anciens habitants de la Terre qu'ils essaient de garder là, derrière le mur, pour qu'ils n'en sortent pas. Il a dit cela en évitant le contact visuel, et lorsqu'il a terminé, il est resté silencieux pour toujours. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Plus je fouillais dans les archives, plus je pensais à l'Antarctique. Il semblait que je ne vivais que pour un seul but, découvrir la vérité. Et lorsque le destin m'a donné l'occasion de participer réellement à un projet secret, je l'ai saisi comme un noyé s'accroche à une paille. J'ai été sélectionné pour faire partie du groupe de spécialistes qui allait être envoyé pour étudier le climat et les strates de glace. On m'a amené sur un aérodrome militaire, on m'a mis dans un avion cargo silencieux et on m'a dit de me taire. Le voyage vers l'Antarctique a été long et fastidieux. Nous avons effectué plusieurs transferts avant d'arriver sur une piste d'atterrissage glaciaire isolée dans une base temporaire. Il y avait déjà des tentes, des structures modulaires pour le logement et des conteneurs avec du matériel. Le mur de glace était visible au loin, tel un monstre blanc s'étirant jusqu'à l'horizon. Nous avions l'impression de ne pas être sur Terre, mais dans un monde sans vie. Le gel nous mordait la peau et la neige scintillait sous le scintillement des étoiles. Nous avions l'impression que le temps s'était ralenti et que l'espace était devenu faussement diffus. Plus nous nous approchions de la barrière de glace nuageuse, plus nous étions inquiets. Le commandant du groupe, un homme au visage sévère, ne cesse de nous rappeler les règles de silence et de stricte discipline. Les conversations radio se font en mode crypté. Tous les soirs, nous sommes informés que nous devons respecter la légende des mesures et observations scientifiques. Mais l'ambiance dans l'équipe était tendue. Tout le monde se rendait compte qu'il se passait quelque chose d'inhabituel ici. Et lorsque nous sommes arrivés au pied du mur de glace, l'ombre d'un homme gigantesque s'est développée, comme si la nature elle-même avait créé l'apparence d'un géant gardant ses biens. À l'aide d'un équipement spécial, nous avons réussi à trouver une brèche dans la glace. Il y avait un passage où seuls les participants les mieux préparés pouvaient m'en passer librement. Je me suis avancé, incapable de supporter la tension nerveuse. C'était comme entrer dans une autre dimension. La lumière des lanternes arrachait à la pénombre des stalactites géantes et des arcs de glace incurvés. Nous avions l'impression d'être dans une grotte de cristal magique. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions, les parois commençaient à changer de couleur, comme si d'étranges reflets pénétraient profondément dans la glace. Puis, nous avons débouché dans une grande gorge, qui ouvrait un chemin au-delà de la paroi. Toute ma vie, j'avais pensé qu'au-delà de cette zone, il n'y avait rien d'autre que la nature sauvage et infinie de l'Antarctique. Mais l'image d'un monde complètement différent se dessinait devant nous. Le sol était rocailleux, il n'y avait presque pas de neige et, au lieu que le vent me coupe le visage jusqu'au sang, il y avait une étrange brise chaude. Nous nous tenions au bord de la falaise et regardions les ruines pétrifiées qui s'étendaient dans la vallée. Des arches de pierre, d'immenses bâtiments, des colonnes couvertes de symboles illisibles. Tout semblait abandonné, mais il y avait un bruit subtil dans l'air, comme l'écho d'une vie lointaine. À ma grande surprise, le commandant du groupe a commencé à donner des instructions claires pour établir une base de campagne juste en dessous,
à côté de l'un des murs massifs. On m'expliqua qu'il s'agissait de l'emplacement du point de contact. Les « invités », avec lesquels les militaires et les scientifiques ont conclu des accords de longue date, ne devaient pas tarder à arriver. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il s'avère que ces ruines ne sont pas si abandonnées que cela. Et le gouvernement était bien conscient que quelqu'un d'intelligent vit ici. La nuit, nous avons entendu de subtils bruissements. Il semblait y avoir un scintillement de quelque chose qui ressemblait à une lumière verte ou jaune, disparaissant entre les colonnes soit tombées. Je me souviens m'être accroupi derrière une montagne de gravats pour ne pas trahir ma présence et avoir discerné une marque à peine visible sur la pierre. Une profonde empreinte de pattes dans laquelle je pouvais distinguer de longs doigts munis de griffes acérées. Elles étaient plus grandes que la paume de la main d'un homme adulte. Pendant un certain temps, je n'ai rien fait d'autre que de fixer l'obscurité, en essayant d'apercevoir un mouvement. Puis un jour, j'ai vu une ombre, droite, bipède, mais avec des proportions inhumaines. Elle avait une tête effilée, un torse recouvert d'une peau épaisse et une queue puissante qui bruissait légèrement sur les rochers. J'ai cru devenir fou, et ce n'est qu'ensuite que j'ai compris qu'il s'agissait de créatures reptiliennes. Le lendemain matin, le commandant nous a réunis et a enfin levé le voile sur le secret. Nous avons un accord tacite avec ceux qui vivent ici. Ces créatures ont pris contact avec les autorités il y a longtemps, lorsque des rumeurs sur une certaine région anormale, au-delà du mur de glace, ont commencé à circuler. En échange de notre loyauté et de notre aide pour cacher leur existence, ils nous transmettent une partie du savoir et parfois de la technologie qui se cache dans les profondeurs de ces ruines. J'ai écouté et tout a basculé en moi. Il s'avère que toutes ces années, sous le couvert des neiges polaires et des recherches officielles, des secrets ont été échangés et aucun citoyen du monde ne l'a su. Nous avons été autorisés à traverser une partie des ruines. Il s'avère que dans les entrailles des salles de pierre se trouvent des tunnels menant à l'endroit où vivent des créatures ressemblant beaucoup à des lézards. On les appelait anciens, gardiens ou parfois reptiliens. Personne ne s'est plaint de leur agressivité. On les disait pacifiques tant qu'on n'envahissait pas leur sanctuaire sans autorisation. Mais pour une raison ou une autre, les militaires se méfiaient, gardant leurs armes à portée de main, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose tourne mal. Lorsque nous sommes descendus pour la première fois dans ces tunnels, j'ai ressenti la pression de l'espace environnant comme si je pénétrais dans l'utérus d'un organisme géant. Les murs étaient décorés de sculptures et de symboles. Certaines images ressemblaient à des scènes de culture disparues depuis longtemps. Des créatures aux yeux exorbités, des mains levées vers le soleil, des scènes de sacrifice, des motifs étranges qui semblaient bouger lorsqu'ils étaient observés à la lumière d'une lanterne sous un certain angle. Nous avons été conduits dans l'un des couloirs où la lumière ne provenait pas de nos lanternes, mais semblait provenir de la surface même des murs. C'était comme de la phosphorescence, mais différente, chatoyante, rythmée, comme les battements d'un cœur. Nous avons ensuite débouché dans une vaste salle, et c'est là que je les ai vus. Les 4 êtres étaient immobiles. Leur peau était vert pâle, parsemée d'écailles. Leur visage ressemblait à quelque chose entre l'humain et le lézard. Leurs yeux étaient étroits, verticaux, et il y avait une lueur froide au fond de ses pupilles. Ils étaient plus grands que la plupart d'entre nous et se tenaient droits. L'un d'eux, apparemment le plus âgé, portait sur la tête une sorte de cerceau en alliage qui brillait à la lumière. J'avais du mal à croire que je regardais une race intelligente dont les gens ordinaires ne soupçonnaient même pas l'existence. Je me suis souvenu des lignes des documents décrivant une forme de vie avec des écailles, et j'ai senti la panique monter en moi. Mais le commandant nous a fait signe de ne pas bouger. L'un des militaires s'est avancé
et a tendu la main dans un geste de salutation, lent, comme s'il avait là été étudié à l'avance. La créature répondit par un signe de tête, et je perçus le léger bruissement de ses écailles. Pendant quelques instants, il y eut un silence tendu qui fut soudain envahi par des vibrations inhabituelles. Il semblait que les voûtes de pierre elles-mêmes transmettaient une sorte de son, peut-être un discours que nous ne pouvions pas comprendre. Le plus vieux reptiloïde nous a alors indiqué une porte au fond de la salle, et nous nous y sommes rendus. Un militaire s'est adressé à nos hommes en chuchotant, leur disant de suivre sans discuter. Il me semblait que nous étions en route pour un rituel inconnu. En entrant dans la pièce suivante, j'ai vu des étagères remplies d'objets. Il pouvait s'agir de tessons de vaisseaux, d'armes d'un alliage inconnu, de cristaux émettant cette douce lueur. J'ai voulu toucher l'un des cristaux, mais je me suis retenu. Je ne pouvais pas savoir si c'était interdit. La créature, au cerceau sur la tête, s'est approchée et a fait un signe de tête à l'homme chargé du volet scientifique de l'expédition, un chercheur décharné, de petite taille, qui ne quittait jamais ses lunettes. Il sortit un petit appareil de son sac et commença à parler de quelque chose en s'adressant au reptiloïde. Je n'ai rien entendu, le sang battait dans ma tête et un grondement sourd se faisait entendre autour de moi. À l'intonation, cependant, j'ai compris qu'il s'agissait d'une sorte d'échange. Les gens avaient apporté des échantillons de quelque chose, peut-être de la technologie, en échange de ces cristaux et d'autres objets inconnus. L'idée s'installa au fond de mon esprit que le gouvernement connaissait depuis longtemps la puissance monstrueuse cachée ici. Peut-être que ces créatures reptiliennes savaient comment contrôler la météo, la gravité, ou même qu'elles connaissaient une technologie capable d'ouvrir des portails vers d'autres mondes. Et si les légendaires soucoupes volantes dont nous avons entendu parler n'étaient qu'une fraction de ce que cette ancienne civilisation a à offrir? Et tout cela pourquoi? Le pouvoir, le contrôle, de nouveaux systèmes d'armes? On nous a montré un autre immense couloir, dont les murs étaient couverts d'images de créatures ressemblant à des serpents prenant le contrôle de villes humaines, tandis que des inscriptions gravées dans un alphabet inconnu ceinturaient les images. J'ai ressenti un frisson nauséeux, et s'il s'agissait d'un avertissement ou d'une prédiction? Peut-être les reptiloïdes étaient-ils déjà sortis de leur cachette et avaient-ils joué le rôle de Dieu ou de démon? Et qui sait si quelqu'un d'en haut ne veut pas les utiliser à nouveau à certaines fins? Après quelques jours, nous nous sommes enfin installés dans le camp. Parfois, nous avons remarqué des lumières vacillantes dans le ciel nocturne, glissant silencieusement au-dessus du mur de glace, certainement pas des avions ou des hélicoptères. Nous étions de plus en plus convaincus que nous étions impliqués dans une chaîne d'opérations couverte par l'obscurité, qui ne serait comme si jamais officiellement rapportée. Pourquoi les gens ont-ils besoin de ces accords avec les descendants d'une ancienne civilisation? Peut-être qu'ils nous fournissent des bribes de technologie alléchantes et qu'ils ont accès à quelque chose qui nous appartient, des ressources, des personnes avec lesquelles faire des expériences. J'ai essayé de démêler la logique, mais il ne me restait que la peur et les rumeurs. Un jour, il s'est passé quelque chose qui m'a fait sortir de mon faux sentiment de sécurité. La nuit, l'une des silhouettes reptiliennes s'est approchée du camp. Du moins, c'est ce qu'il m'a semblé. Il faisait nuit, j'étais de service au générateur, et j'ai entendu un bruissement. J'ai attrapé ma torche, mais le faisceau a à peine capté la silhouette de la créature, accroupie. Elle était penchée sur l'un des conteneurs. Une main écailleuse s'est glissée rapidement à l'intérieur, comme si elle cherchait quelque chose dans une boîte de matériel médical. Je me suis accroupi dans le coin, les paumes en sueur, le cœur battant la chamade. Soudain, il s'est retourné, un visage aux pupilles étroites et verticales, avec un éclat de serpent froid.
J'ai senti mon sang se glacer. Les secondes me parurent une éternité, mais la créature ne s'approcha pas. Elle disparut rapidement derrière les tentes sans faire de bruit. Je l'ai suivie, et lorsque j'ai accouru, elle avait déjà disparu dans l'obscurité. J'ai raconté l'incident à mes supérieurs, mais le commandant s'est contenté de froncer les sourcils, de dire que tout était sous contrôle et de leur demander de ne pas ébruiter l'affaire. J'ai été frappé par son indifférence et la façon dont il parlait, comme s'il était habitué à ce que ces créatures se promènent dans notre camp quand elle le voulait. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer que les soldats regardaient de plus en plus autour d'eux avec inquiétude et que des dispositifs de surveillance supplémentaires étaient installés autour du camp. Il ne s'agissait pas de simples mesures de sécurité. Il se passait quelque chose dans les profondeurs des ruines, et les autorités étaient nerveuses. Lors des réunions, les officiers d'hommes militaires constatent avec morosité que l'activité des indigènes augmente, que leurs mouvements sont de plus en plus erratiques. C'était comme si les reptiloïdes étaient agités par les actions de quelqu'un d'autre. J'ai entendu des bribes de conversation selon lesquelles notre camp voulait s'emparer d'un artefact de la plus haute importance et que les propriétaires des ruines hésitaient, ne voulant pas le céder. Finalement, le commandant a déclaré qu'il était nécessaire d'effectuer une sortie conjointe dans les profondeurs du complexe souterrain. Nous avons été prévenus que nous devions être prêts à faire face à toutes les circonstances et nous avons reçu des équipements supplémentaires. Je me suis rendu compte que cela pouvait être plus dangereux qu'avant. Un groupe composé de plusieurs militaires, de 2 scientifiques et de moi-même s'est rendu dans l'un des passages inférieurs, où 4 reptiloïdes nous attendaient. De près, leur apparence évoquait l'horreur primitive. Des mâchoires massives, finement dentelées, des fentes étroites dans les narines, une crête étrange à l'arrière de la tête. Pourtant, ils pouvaient y marcher debout, et leurs bras, bien que tendus, ressemblaient encore à des mains humaines, mais avec des griffes sombres. Nous avançons dans le couloir qui descend, et la lumière des lanternes révèle de nouveaux bas-reliefs, des trappes, des portes massives. Par moments, le sens de la réalité nous échappait. Des tunnels de pierre tout autour, et sous les pieds, une surface dure comme des carreaux de haute technologie, comme si ce complexe combinait l'architecture du passé avec les incroyables réalisations de l'ingénierie moderne, ou même plus avancée. Au bout d'un moment, nous avons été arrêtés devant une porte couverte de symboles, parmi lesquels se distinguait un signe en forme de cercle ceinturé par un serpent aux ailes ondulantes. Les Jing reptiloïdes semblent hésiter avant de nous laisser passer. Comme nous nous approchions, le commandant fit signe aux scientifiques qui fouillèrent dans leurs sacs et en sortirent des instruments compacts. J'ai remarqué leur nervosité, leurs doigts tremblants. Nous sommes restés dans un silence oppressant, n'entendant que le goutte à goutte de l'eau et les hurlements lointains du vent à travers les fissures des murs. Puis l'un des reptiloïdes a touché les symboles et la porte s'est ouverte en silence. C'était comme dans un rêve, tant les gigantesques volets de pierre tournaient, doucement et silencieusement. Derrière la porte se trouvait une immense salle en forme d'amphithéâtre, entourée de gradins en anneaux concentriques. Au centre se trouvait une plateforme sur laquelle se trouvait quelque chose qui brillait d'une douce lumière bleutée. Je n'ai pas compris ce que c'était. Peut-être un cristal ou un appareil assemblé à partir de segments incompréhensibles. Les reptiloïdes nous ont retenus jusqu'à ce que nous approchions de la plateforme. J'ai vu l'un des soldats jeter un coup d'œil au commandant et tenter de s'avancer, mais la créature à la crête lui a rapidement saisi le bras, le serrant si fort qu'un craquement s'est fait entendre. Le soldat jura entre ses dents, mais le reptiloïde ne le lâcha que lentement, signalant que l'intrusion n'était pas tolérée. Le commandant s'est ensuite approché le premier de la plateforme. Apparemment, il disposait de pouvoirs spéciaux ou d'arrangements particuliers.
Il dit quelque chose aux scientifiques, qui sortirent un appareil spécial avec un écran clignotant. Ils essayèrent d'enlever de l'approcher du cristal, mais les reptiloïdes sifflèrent. Cependant, le plus âgé d'entre eux, d'un geste de la main, autorisa les mesures. Les scientifiques activèrent dans l'appareil. L'air autour de nous commença à se déformer, à trembler, comme au-dessus d'un feu. Des éclairs scintillants sont apparus, et j'ai senti une pression dans mes oreilles, comme si je plongeais sous l'eau. Cela n'a duré que quelques instants, puis un bourdonnement sourd s'est fait entendre, non pas celui de l'appareil, mais celui de la plateforme elle-même. Les deux reptiloïdes sifflèrent plus fort, commencèrent à se déplacer autour de nous, comme s'ils gardaient cet objet. Je pouvais lire la peur dans les yeux des militaires. Nous ne comprenions pas ce que nos hommes essayaient de faire exactement. S'emparer du cristal, l'activer ou simplement obtenir des données. Mais quelque chose a mal tourné. Soudain, une puissante lueur bleue a entouré la plateforme. La température de l'air a grimpé. Le sol en pierre a tremblé. Les scientifiques, criant, tentent d'éteindre l'appareil, mais la lueur ne fait que s'intensifier. Un rugissement strident se fait entendre et l'un des reptiloïdes se précipite vers la plateforme, repoussant l'homme à l'appareil. Le choc violent projeta le pauvre homme à plusieurs mètres. Ma torche me tomba des mains et atterrit sur les rochers, mais continua d'éclairer les mouvements chaotiques. La plateforme commença à onduler et les murs de la salle firent un grondement comme s'ils étaient prêts à s'effondrer. Le commandant cria des ordres, mais à ce moment-là, d'autres créatures reptiliennes sortirent d'un passage latéral. Elles étaient plus grandes et plus puissantes qu'auparavant, et leurs yeux brûlaient littéralement de rage. Les militaires ont saisi leurs armes, et les reptiloïdes se sont précipités sur eux, les jetant à terre. Je suis tombé par terre, tremblant de tout mon corps. Les créatures rugissaient tout autour, des coups de feu, de courtes rafales d'armes automatiques. Les balles rebondissaient sur les colonnes de pierre avec un bruit perçant. L'espace d'un instant, j'ai vu l'un des reptiloïdes se faire tirer dans le flanc, mais il n'est pas tombé. Il a seulement sifflé encore plus violemment, frappant la queue militaire sur les jambes. Ils semblaient étrangers à la douleur, mais leur force était monstrueuse. Le commandant ouvrit le feu à son tour, visant la tête des créatures. L'odeur lourde de la poudre à canon se mêlait à l'humidité des murs anciens, comme un cauchemar devenu réalité. Les reptiloïdes se mirent à grouiller à une vitesse incroyable, comme s'ils avaient anticipé nos actions. Il n'y avait plus de compromis possible. Nous avions franchi une certaine limite et, en retour, nous recevions leur fureur. L'un des scientifiques était resté immobile, apparemment touché. Un autre rampait, essayant de s'abriter derrière une colonne de gravats. J'ai vu le reptiloïde lui saisir les jambes et le ramener facilement au centre de la salle. Des appels à l'aide se firent entendre, résonnant comme un mince écho et se coupant soudain. J'ai eu une peur insupportable. Je me suis levé de force et j'ai ramassé l'arme qui se trouvait à proximité. Au même moment, une créature à la gueule dentée s'est jetée sur moi. La mâchoire grimaçante était à quelques centimètres de mon visage. J'ai appuyé sur la gâchette une fois, 2 fois, 3 fois. Les balles se sont enfoncées dans son cou. Le corps a eu des soubresauts convulsifs, émettant un faible bruit de déchirure, et est tombé lourdement sur le côté. J'ai roulé à temps pour sentir les écailles glissantes sous mes pieds. J'ai dû me détourner pour ne pas voir ses yeux vides et gelés. Le chaos faisait rage dans le hall. La lueur de la plateforme commençait à s'estomper, mais le bourdonnement était toujours là. Du coin de l'œil, j'aperçus le commandant et quelques militaires qui tentaient de se replier vers la sortie en se couvrant de feu. Les reptiloïdes les poursuivaient, transperçant le hall de leurs cris sifflants. Les pierres se fissuraient, mais heureusement le plafond tenait bon. Je me suis levé, essayant de trouver le chemin de la porte, mon cœur battant la chamade.
cherchant définitivement à sortir de ma poitrine. À ce moment-là, un des reptiloïdes, plus grand et avec des écailles rougeâtres, s'est jeté sur le groupe de soldats. Je le vis arracher un fusil des griffes d'un soldat et, comme un bâton fragile, le briser en deux. Des éclats de métal ont volé dans différentes directions. Le soldat a reçu un coup de queue dans le dos et s'est envolé vers le mur en hurlant. Je me suis précipité, sans me rendre compte de ce que je faisais, et j'ai mis un chargeur entier dans le monstre. Le bourdonnement dans mes oreilles, les vapeurs de poudre, tout cela s'est conjugué dans une horreur continue. Le sang du reptiloïde, épais et vert foncé, a éclaboussé le sol, mais il resta en vie encore quelques secondes, me fixant d'un regard haineux avant de s'effondrer. Je suis resté là, presque épuisé, tremblant, ne voyant que du sang et des cadavres autour de moi, aussi bien des humains que des habitants inconnus des ruines. Le commandant, me remarquant, a crié « Il faut sortir !» Les survivants et moi, qui avions encore des munitions, nous sommes donc dirigés vers les portes. Une autre créature nous a barré la route, mais cette fois, l'un de nous a lancé une grenade. L'éclair illumine l'endroit, et l'onde de choc fait trembler les murs. Nous avons sauté dans le couloir, à peine capables de rester debout. Les lanternes éclairaient donc les voûtes de pierre égratignées. Nous avons dû repousser quelques de reptiloïdes en chemin, qui réagissaient apparemment au bruit. Je ne pouvais plus penser aux secrets, ni aux avantages d'un accord entre l'armée et ses créatures. Tout ce que je voulais, c'était sortir. Lorsque nous avons atteint le tunnel extérieur, à travers une fissure dans le mur, j'ai pu voir des éclairs de lumière bleue provenant des profondeurs du complexe. Peut-être que la plateforme était enfin hors de contrôle, ou peut-être qu'il se passait quelque chose d'autre là-dessous dont nous n'avions aucune idée. Nous sommes remontés à la surface. Il y avait des gens qui couraient polis dans le camp, des avertissements et des ordres partout. Quelqu'un criait qu'il fallait évacuer immédiatement. On entendait des bruits étranges au loin, des raclements, des grondements, des coups. Les ruines tremblaient, comme si quelque chose se réveillait d'un sommeil séculaire. Je me suis demandé si nous n'avions pas provoqué une catastrophe en essayant d'obtenir ce qui ne nous appartenait pas. Soudain, il y eut un blizzard, comme une tempête, alors que le vent avait été plutôt calme auparavant. La neige tomba sur le camp, balayant les tentes. On aurait dit que le temps lui-même était hors de contrôle. On entendait les officiers crier l'ordre d'emballer d'urgence les choses les plus importantes et de quitter cette terre morte. Certains essayaient de sauver leur matériel. Je voyais le commandant hurler dans sa radio, demandant un transport de secours, mais je n'obtenais pratiquement aucune réponse. Les communications étaient instables et les interférences s'aggravaient. Nous avons à peine aidé les blessés qui pouvaient encore se déplacer. Plusieurs personnes sont restées quelque part dans le complexe. Apparemment, elles n'avaient aucune chance d'être secourues, et s'y rendre signifiait se suicider. Seule une petite partie de notre groupe, encore relativement apte au combat, est parvenue jusqu'au rover. Alors que nous nous éloignions, à travers le verre dépoli, je pouvais apercevoir des silhouettes sombres et changeantes sur fond de tourbillons de neige. Les reptiloïdes étaient l'un des sorties des ruines et n'étaient plus déroutés par notre présence. Les ténèbres se reflétaient dans les yeux de ces créatures. Notre caravane de véhicules s'éloigna vers la brèche dans le mur de glace, espérant le salut. Le vent forcit, la neige frappe le pare-brise, glisse sur la carrosserie. À la radio, le commandant reçoit l'ordre de percer la brèche. Des avions militaires sont déjà partis et nous attendent sur la piste d'atterrissage. Le ronronnement des moteurs se mêle au bruit de la tempête de neige. Personne ne dit un mot. Tout le monde comprenait que ce n'était que par miracle que nous pourrions franchir ce mur. Lorsque nous sommes arrivés à la fissure par laquelle nous étions passés la première fois, j'ai remarqué d'énormes morceaux de glace qui traînaient, comme si le passage s'était élargi. Et dès que nous avons pénétré dans ce tunnel de cristal,
La glace a grondé. La lumière des lanternes s'est mise à se refléter avec des reflets 1000 fois plus intenses. On aurait dit que l'Antarctique lui-même avait décidé de nous emprisonner à l'intérieur. À plusieurs reprises, le grondement a atteint un tel niveau que nous avons craint un effondrement. Mais heureusement, le passage a tenu. Nous avons réussi à franchir cette terrifiante épaisseur de glace et avons continué à traverser la neige et le froid pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que nous atteignions notre base temporaire de l'autre côté. Les médecins militaires, qui avaient été laissés en arrière par l'avion, se sont précipités vers nous. Ils se sont précipités sur les blessés et ont commencé à leur administrer les premiers soins en les traînant à bord. Nous avons entendu un officier expliquer frénétiquement à un responsable par satellite que la mission était un échec, que le projet devait être gelé, voire annulé. Mais bien sûr, sur les documents officiels figurera une autre légende selon laquelle les circonstances n'ont pas permis de poursuivre la recherche scientifique. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la civilisation cachée derrière le mur de glace après le massacre. Peut-être que les reptiloïdes ont pris notre acte comme un acte d'hostilité et ont rompu tout traité. Il est probable que les autorités tenteront d'étouffer la catastrophe, car admettre de tels événements ferait s'écrouler tous les fondements sociaux. Mais je me suis rendu compte d'une terrible vérité. Ces créatures sont bien plus dangereuses que nous ne pouvions l'imaginer. Elles ne sont pas agressives de sans raison, mais face à la cupidité humaine et aux tentatives d'invasion de leurs objets sacrés, elles nous ont montré qu'elles étaient capables de défendre leur territoire. De retour dans la zone 51, j'ai compris que je ne pouvais pas vivre ma vie comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas vu ces ruines, ces regards inhumains, ces salles remplies de pouvoirs secrets. Dans les rapports destinés aux hauts hommes fonctionnaires, sous le couvert du secret, toute cette homme d'histoire sera écrite en lignes sèches. Complications imprévues dans l'exécution du programme. Le nombre de victimes s'élève à quelques personnes. L'objet nécessite une étude plus approfondie. Mais derrière ces lignes se cache une horreur qui peut faire tomber à la renverse toute personne qui fait confiance aux autorités. Un voile sombre a recouvert la réalité, montrant clairement qu'au-delà de notre monde familier, il existe des profondeurs insidieuses qu'il vaut mieux ne pas connaître. Et pourtant, le gouvernement des États-Unis ne veut pas renoncer à une telle couche de secret, parce que là, derrière le mur de glace, se trouve un savoir qui pourrait changer le cours de l'histoire. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Ils ne s'arrêteront pas. Le pouvoir est avide de nouvelles armes, de formes d'énergie uniques, de la capacité à contrôler la nature. Et tant que le désir de puissance est vivant, ils enverront des expéditions encore et encore, concluront des accords, tricheront et risqueront non seulement la vie de leur peuple, mais aussi la sécurité du monde entier. Quand je m'endors, je vois encore devant moi ces pupilles froides et verticales, ce sifflement grave, comme un avertissement. N'entrez pas ici sans notre volonté, et le gémissement du vent résonne à mes oreilles, comme un écho de secrets figés dans la glace. Il m'a semblé que si toute la vérité était révélée, la société deviendrait folle, ou perdrait confiance dans les fondements mêmes de la réalité. Ou peut-être le monde est-il trop tard. Les reptiloïdes vivent à nos côtés depuis des siècles, mais nous ne savons pas regarder au-delà de l'horizon de l'ordinaire. Derrière le mur de glace de l'Antarctique, dans cette terre morte et pourtant si vivante, se trouve une civilisation ancienne. Je l'ai vue de mes propres yeux, et je sais que le gouvernement n'hésite pas à mentir, juste pour qu'aucun d'entre nous, citoyens ordinaires, ne soit au courant de l'existence de ces créatures, les reptiloïdes que les théoriciens de la conspiration adorent crier dans leurs écrits, juste pour trouver une petite confirmation. Mais cette fois, c'est bien réel. Area 51 abritera mon histoire dans les coffres sous la rubrique « For Special Eyes ».
ne lui laissant aucune chance d'être reconnu officiellement. Mais vous, qui lisez ceci en ce moment, avez déjà ouvert le voile. Que vous y croyez ou non est une autre question. Sachez simplement qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce mur de glace. Et c'est plus que de la fiction.